Allô, belle communauté, vas-y, c'est Maud Émilie, kinésiologue. Évidemment, vous me connaissez à force de me voir le visage dans votre écran. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Trottier qui va se présenter. Bonjour, ben oui, moi c'est Nathalie Trottier, je suis diplômée en physiothérapie et en ostéopathie et aussi j'ai fait un doctorat en recherche de la santé. Alors merci Maud Émilie de m'inviter, puis Ça fait surtout plaisir. aussi m'avoir présenté ce beau livre sur lequel en fait il y a eu beaucoup de discussions là sur la santé, sur le fait de bouger, pourquoi c'est important de bouger, puis ça nous a donné des belles raisons en fait pourquoi c'est important de bouger, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vraiment. Alors, merci beaucoup de me l'avoir prêté. Ça me fait plaisir. Alors maintenant, pour commencer notre discussion, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment incroyable qui s'appelle « Bouge, peu importe la forme de ton corps ». Et le premier point qu'on veut aborder, moi et Nathalie, ça va être, dans le fond, les effets du vieillissement sur la forme de notre corps. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Nathalie? Ben là, je vais mettre mon chapeau de femme ménopausée. Et oui. Alors oui, avec l'âge, mon corps a changé pour plusieurs raisons, mais surtout pour des questions hormonales. Et on peut pas passer à côté quand on passe. C'est un privilège de vieillir. Tout à fait. Mais il y a des trucs qui viennent avec. Alors, c'est pour ça que ce livre-là m'avait intéressée. C'est pour ça que je me suis dit, comme scientifique et comme personne travaillant en santé, mais qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? Comment se fait que notre corps vieillit, etc. Et puis, il y a plusieurs bonnes raisons, c'est-à-dire les hormones, le changement d'hormones. Des fois, on diminue notre activité physique. Ça, tu pourrais nous en parler davantage. Des fois, ben oui, il y a des éléments stressants qui arrivent dans notre vie. Est-ce que notre sommeil peut avoir des effets sur ça? Certainement. Est-ce que notre mode, notre façon de s'alimenter, qu'est-ce qu'on mange peut faire un changement? Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles. Ben oui, c'est tous des points super intéressants, puis c'est souvent des aspects auxquels on a une partie de contrôle, mais pas à 100% non plus. Par exemple, nos hormones qui diminuent avec l'avancement en âge, c'est à moins de supplémenter, c'est certain que ça va diminuer avec le temps. Donc, tu sais, faut en prendre et faut en laisser un petit peu. Il y a un processus naturel, dans le fond, qui se passe au niveau de notre corps. C'est physiologique. Ce n'est pas une maladie de vieillir ou d'avancer en âge. Fait que ça, faut vraiment le garder toujours en tête. Fait que c'est certain que au niveau physiologique, les changements qu'on va avoir, tu sais, c'est au niveau, par exemple, de la masse musculaire. Donc, on va diminuer notre masse musculaire tranquillement à chaque année. La masse osseuse aussi qui va tranquillement diminuer avec le temps aussi. Il va y avoir des changements au niveau de la composition corporelle aussi, donc la distribution de masse grasse dans le corps va changer aussi. Puis, il y a plein de facteurs qui viennent influencer ça. On parlait de notre mode de vie, mais par exemple aussi le stress qui peut rentrer en ligne de compte, notre environnement, nos opportunités pour bouger, nos opportunités pour bien manger. Alors, c'est toutes des choses qui peuvent avoir un impact là avec l'avancement en âge sur la forme de notre corps. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Nathalie, par rapport à ça. Ben, peu importe. Oui, on vieillit, oui, on change, mais ça ne nous empêche pas de vouloir continuer à bouger. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Oui, on peut s'adapter. C'est de ça que j'aimerais qu'on parle pour la prochaine capsule. Excellent. Alors, Maud Émilie, avant de commencer à parler de bouger, moi là, je veux comprendre si c'est si important que ça de se fier à l'indice de masse corporelle ou communément appelé IMC. Est-ce que c'est un indicateur de ma santé? Ben, c'est tellement une question primordiale, puis je peux en parler pendant des heures sans m'arrêter, alors je vais vous épargner cette diarrhée verbale. Mais en fait, l'indice de masse corporelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est tout simplement un calcul. On prend le poids sur notre taille et on met ça au carré, ça nous donne un chiffre. Ce chiffre-là, puis il faut se souvenir, l'IMC, c'est un concept qui est pas très récent et qui est peu soutenu par de la science, ok? Ça fait des années, là, on parle des années 1900, que tranquillement, les scientifiques ont amené ce concept-là d'IMC et ça n'a jamais été vraiment revalidé, puis on base beaucoup notre système de santé sur ça, même de nos jours. Donc, ça nous donne un chiffre et à partir de là, c'est là que vient le concept de poids santé, parce que si vous avez déjà entendu ça, un IMC entre 18,5 et 24,9, ça nous donne un poids santé. 24, 25 en montant, on a le concept du surpoids.
Ensuite, en 30 et plus, ben on tombe dans la classe d'obésité et là, ensuite, ça continue. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est simplement basé sur notre poids et notre taille. OK. Ça ne tient pas en compte rien d'autre. C'est ça, parce que moi, il y a des femmes qui viennent me voir, ils m'ont toujours, et des hommes, pas simplement des femmes, qui viennent me voir et disent, mais moi, j'ai toujours eu des gros os, des os plus denses que d'autres. C'est vrai. Ouais. Comme supplément physiothérapie et ostéopathe, c'est ce qu'on voit aussi. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, c'est ça. Donc, il y a plus que le poids et la taille, en fait. Il faut tenir en compte la distribution de notre masse corporelle dans le corps. Parce qu'une masse, par exemple, graisseuse, qui va être située vraiment au niveau de l'abdomen, ben, c'est une masse graisseuse qui est plus dommageable qu'une graisse sous-cutanée qui va être vraiment sous la peau. La graisse sous-cutanée, ce n'est pas vraiment un problème pour notre santé, versus si j'ai une accumulation au niveau du tour de taille, bien là, ça peut impacter mes organes comme mon cœur, mon foie. Alors, c'est sûr que faut en tenir compte. Alors, mais ça on vient pas le détailler dans l'IMC. On n'a aucune idée de la distribution de la graisse corporelle. Alors, si par exemple, je donne toujours cet exemple-là en clinique, si j'ai un joueur de football, par exemple, qui est extrêmement musclé, qui est gros, ben, il peut avoir le même IMC qu'un homme qui est sédentaire, mais qui a une accumulation de graisse au niveau abdominal. Alors moi, si j'ai leur IMC sur un tableau, mais que je n'ai pas de photo à côté, ben je suis pas capable de dire lequel a un meilleur profil de santé uniquement sur cette base-là. Alors, c'est une valeur qui est de plus en plus critiquée, disons-le comme ça, dans la littérature scientifique pour des bonnes raisons. Est-ce qu'il faut complètement en faire abstraction? Peut-être pas à 100%. Dans les dernières études que j'ai lues, c'est ce qui était amené, mais on ne doit pas uniquement se fier à ça pour se faire une impression au niveau clinique, donc au niveau médical, mais aussi dans la vie de tous les jours pour les gens, là. Si vous calculez votre IMC, puis que c'est le seul outil que vous utilisez, ben, il faut pas partir en peur avec ça. Mais sur quoi alors faut-il se baser pour nous dire oui, je suis en bonne santé ou peut-être j'ai des choses à améliorer? Ben, il y a un paquet de facteurs. Un facteur simple qu'on peut mesurer à la maison, c'est le tour de taille. Alors ça, c'est facile. On prend un ruban de couturière, là, un ruban à mesurer. On vient mesurer là, le tour de taille. Puis là, ça, vous pouvez trouver ça sur Internet, la bonne façon de calculer le tour de taille, parce que ce n'est pas le tour de hanche. Ben, c'est facile à faire et on peut le mesurer. Puis sinon, si vous regardez vos pantalons, puis qu'après avoir bougé un peu plus, votre ceinture, elle est plus lousse. Puis vous êtes capable de prendre un trou de plus sur votre ceinture, ben ça, c'est signe que votre tour de taille a bougé. Fait que ça, c'est facile. On peut le mesurer. Mais autrement que ça, ben, il faut prendre en considération le paquet de facteurs qui viennent impacter aussi, tu sais, au niveau de l'activité physique, mais au niveau de l'alimentation, au niveau de notre sommeil, au niveau de notre niveau de stress. Tous ces facteurs-là vont influencer, dans le fond, la qualité de notre santé au sens plus large du terme. Fait que dans le fond, là, c'est beau d'avoir des indicateurs de santé, mais qu'est-ce qui est le plus important pour tout le monde pour nous inciter à bouger? Mais moi, je pense que c'est un peu la recherche de cet équilibre entre notre corps, mais aussi tout ce qui vient avec, notre tête, puis notre cœur aussi. Donc, si j'aligne un peu tout ça, je vais avoir atteint un peu plus cet équilibre-là. Puis la santé, ça passe beaucoup par la recherche de l'équilibre. On veut pas être dans un équilibre qui nuit à notre santé, mais on veut pas non plus être, en déséquilibre. Fait que moi, je dirais que c'est un peu ça. On veut aller chercher des bonnes habitudes sur le long terme aussi. Ça fait une différence. OK. J'aimerais ça qu'on en parle plus davantage, peut-être dans une autre capsule. Tout à fait. Puis par rapport à ça, Nathalie, j'aimerais t'entendre sur c'est quoi pour toi la définition de la santé? C'est une excellente question. Qu'est-ce que ça veut dire la santé? Être en santé, dans le fond. Parce que souvent, dans notre société, on va beaucoup penser à notre santé physique. Mais en tant qu'individu, est-ce qu'on est simplement un corps physique? À mon avis, non. Et selon mon expérience de vie, de travail, non plus. Alors oui, il y a la santé physique, c'est certain, parce que c'est notre véhicule, notre corps. C'est avec ça qu'on se mobilise d'une place à l'autre, etc. Mais il y a aussi notre santé psychologique, notre santé spirituelle. Puis quand je dis spirituelle, ça veut pas dire de croire en la religion, ça veut dire dans notre connexion avec
notre environnement et les gens qui nous entourent et les forces de la nature. Mm-hmm. Alors, si dans toutes ces sphères-là, ça s'aligne bien, puis on se sent bien centré, bien aligné, eh bien, pour moi, c'est un signe de santé. Mm-hmm. Est-ce que santé veut dire absence de maladie? Alors, ceci, toi, tu dis non? Non. Ben, moi non plus. Je pense que voilà. c'est pas ça. Parce que j'ai vu des gens, Mm-hmm. même des enfants, ayant des conditions, Ouais. mais qui nous montraient leur santé. Voilà. Alors, pour moi, ça, c'est le plus important, c'est comment se connecter à notre santé. Mm-hmm. Et c'est là que, oui, on peut aller bouger. Ouais. Parce que le fait de bouger fait en sorte que ça va toucher à toutes ces santé-là. Mm-hmm. On va se sentir mieux au point de vue psychologique, mieux au point de vue physique, Mm-hmm. mais également plus en connexion avec ce qui nous entoure. Ouais. Et avec nous-mêmes. Tout à fait. Alors, voilà, c'est ça ma réponse. C'est tellement une belle réponse. Puis Nathalie, on vient de parler de ta définition dans le fond de la santé, puis t'as apporté l'outil de bouger. Puis là, je trouve ça important d'y aller avec ça parce que le thème du podcast aujourd'hui, c'est bouge, peu importe la forme de ton corps. Donc là, on est rendu dans cet outil-là qui est vraiment intéressant. Est-ce que tu voudrais nous partager un peu avec justement cette période de ménopause ou d'avancement en âge, là, appelons-le comme on veut, de quelle façon ça s'est passé cette transition-là pour toi, pour ton activité physique, mais pour ton bouger, dans le fond, au sens large? Ben, bouger, pour moi, personnellement, ça a toujours été un élément très, très important dans ma vie. Ça me permet de me sentir mieux dans mon corps, de me sentir mieux dans ma tête, de me sentir mieux au point de vue de mes émotions, mon énergie, même dans mon état d'être profond. Mm-hmm. Puis, la ménopause, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la façon de bouger a dû se modifier pour que je puisse continuer à bouger. Ouais. Je sais qu'il y a des études qui se sont faites par rapport à mais qu'est-ce qui change à la ménopause pour qu'une femme, dans son corps, elle change, son énergie diminue, son sommeil se change aussi et souvent moins de qualité et les tout. Les chaleurs. Oui, les chaleurs, les fameuses. Et même le sommeil qui est tellement perturbé, puis même l'énergie qui diminue après avoir fait le même exercice qu'avant on faisait, puis c'était correct. Pas de problème. Fait que toi, en tant que kinésiologue, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, c'est sûr que c'est une période qu'il faut adresser et qu'on adresse très peu, hein. On va être honnête, là. La ménopause chez la femme, c'est encore très... Dans le fond, c'est comme un bébé naissant, là, au niveau de la recherche. On a des belles études qui commencent, mais c'est pas encore, on n'est pas rendu là au niveau de la santé de la femme versus la santé de l'homme. Hein? Oui. Donc, c'est encore très embryonnaire, mais c'est certain il faut en prendre compte en clinique, là, parce qu'évidemment, on voit des femmes qui sont dans cette période-là de leur vie, puis comme tu dis, ben on peut pas arrêter de faire nos activités. Alors, pour moi, il n'y a pas de contre-indication, dans le fond, à bouger pendant la période du vieillissement de la ménopause. Au contraire, on doit utiliser l'activité physique pour s'aider au niveau parfois des effets indésirables qu'on vient juste de nommer. Tu sais, par exemple, au niveau de l'énergie, au niveau du sommeil, ben ça peut aider à venir contrôler un peu ces effets-là. Ce qu'il faut faire, comme tu l'as dit, puis comme tu l'as vécu, c'est vraiment d'adapter. Je pense que le mot-clé, c'est ça. C'est certain que si on a une condition préexistante, ben encore plus important d'adapter fois 1000. Par exemple, on a déjà un petit peu de réduction au niveau de la masse osseuse, une ostéopénie ou une ostéoporose, ben là, il faut prendre ça en compte, dans le fond, quand vient le temps de pratiquer notre activité physique. Mais ce ne sont pas des contre-indications comme telles. Au contraire. Au contraire. Au contraire, on conseille aux femmes d'adapter leur activité, mais ne pas arrêter. Exact. Et de le faire avec joie et plaisir. Et bonheur. Parce que le meilleur exercice, là, ouais. c'est vraiment celui qu'on aime faire. Exactement. Parce qu'on va le refaire et le refaire. Oui. Sur du long terme. Sur du long terme. Puis la clé du succès, c'est là, c'est dans le maintien. C'est comme ça qu'on va maintenir les bienfaits qu'on ressent. Parce que oui, en faisant juste une séance d'exercice, déjà, souvent, on se sent mieux après. Mais si on répète et répète et répète à travers les années, ben là, on se sent bien chroniquement. Fait que ça devient un médicament, tu sais, qui est très puissant. On va appeler ça le bienfait chronique de l'activité physique. Tu sais, on a les maladies chroniques, mais on a le bienfait chronique aussi avec l'exercice, avec le bouger. Donc, il faut se rappeler ça. Puis t'as tellement raison, la notion de plaisir, moi, je le répète tout le temps, mais ça fait la différence. En fait, absolument.
En fait, moi, ça me fait penser, puis ça, on en avait parlé aussi, c'est que dans mon projet doctoral, j'avais regardé qu'est-ce qui fait qu'un individu va adopter un comportement. Donc, ici, on va parler qu'est-ce qui fait qu'une personne va continuer à faire une activité physique. Ouais. Ben, il y a plusieurs facteurs. Donc, là, pour les premiers facteurs, les capacités. Capacité physique, il faut être capable physiquement de faire l'activité. Si cette activité-là ne peut pas se faire, on l'adapte. Exact. Fait que là, notre capacité physique va pouvoir se faire. Exemple, quelqu'un qui s'est fait, je sais pas moi, qui a mal aux jambes pour X raisons, ben elle peut aller faire de la marche dans une piscine pour enlever son poids, par exemple. Ça, c'est un exemple. La capacité psychologique. Capacité psychologique va faire, en fait, c'est une personne qui va pouvoir organiser son temps puis s'en souvenir, répéter dans son souvenir que oui, je dois recommencer à faire mon exercice. Donc, se faire comme un plan. Ouais. Un plan pour, OK, moi, là, le jeudi à 2h, je m'en vais marcher avec mon ami. Boum, c'est dans son horaire. Ça fait une capacité psychologique pour se souvenir d'y retourner. Ouais. Ça, c'est les capacités. Ensuite, il y a les opportunités. Là, c'est les opportunités sociales. Ah, ça, c'est tellement important. Ben oui, moi, en tout cas, là, ça, c'est dans mes facteurs préférés. Je m'en vais faire mes activités avec mes amis. Oui. Mes amis vont faire en sorte que je vais me lever de ma chaise, puis go, on s'en va marcher. Go, on s'en va faire notre activité. Les activités en groupe, là, ça a vraiment un impact positif, honnêtement. Puis même si on n'est pas avec notre meilleur ami, mais juste de voir quelqu'un puis de sortir de la maison, honnêtement, il faut pas négliger cet impact-là. Ah oui. Puis il y a les opportunités aussi dans les ressources. Comme par exemple, avec le groupe Vas-y, ben ça, c'est une ressource qui va aider à motiver les gens, à mettre en place des activités où les gens peuvent aller, puis peuvent faire une activité qu'ils aiment. Expérimenter des choses Expérimenter des choses, oui, effectivement. Mais le troisième grand facteur, c'est les motivations. Bon, qu'est-ce qui motive quelqu'un à se lever de sa chaise et à aller bouger? Ça, c'est la question à 1 million, là. Ah, mon Dieu. Fait que là, il y a les motivations automatiques. Ça veut dire, moi, j'ai-tu peur de me faire mal quand je bouge? Si c'est ça qui vous démotive, ben, il faut trouver des systèmes pour enlever cette peur-là ou pour vous tranquillement aller chercher un bien-être puis la confiance de recommencer. S'exposer au mouvement pour apprendre qu'on est capable de le faire, qu'on se blessera pas à tout coup. Mais ça, c'est bien d'être accompagné dans ce temps-là par un professionnel de l'activité physique, là. Mais de s'exposer, c'est une stratégie intéressante pour venir, justement, comme tu dis, un peu berner notre cerveau. Pour le truquer. Ouais, exact. Ou plutôt comme un enfant, on nous fait réapprendre. Tranquillement, on lui donne l'occasion d'expérimenter, d'avoir des succès. Oui. Puis de pouvoir recommencer avec joie. Bâtir un petit pas à la fois, tu sais, c'est beaucoup l'approche chez Vas-y aussi, d'y aller un petit pas à la fois. On s'en va pas courir un marathon demain matin, là, mais on peut aller marcher un 10 minutes, par exemple. Si c'est ça, c'est excellent. Puis en même temps, cette motivation par l'émotion, d'avoir du plaisir. Ouais. Oh yeah! Moi, j'ai tellement de fun en allant marcher avec Vas-y ou avec ma chum. Ou je vais y retourner. Tu sais, fait que ça, c'est une motivation. Tellement important. Mais dans les autres motivations, c'est nos croyances dans le fait que oui, si je bouge, c'est bon pour moi. Si je crois à ça, ça va me motiver à recommencer. Mais il faut le savoir à quoi que c'est bon. Ben, c'est sûr. C'est là peut-être que tu vas nous informer davantage. On va continuer là-dedans avec cette idée-là, dans le fond, de comprendre de quelle façon l'exercice nous amène des bénéfices. Good. Bon, ben parlons-en. C'est quoi les bienfaits de l'exercice physique ou des activités physiques? Le fait de bouger, dans le fond, au sens large du terme, là. Ben, si on commence au niveau physique, on l'a déjà abordé un petit peu tantôt, mais c'est sûr que le fait de bouger, ça vient nous aider à préserver des muscles forts et en santé et en quantité suffisante pour faire nos activités du quotidien. Et même chose pour des os qui sont forts ou qui sont plus forts aussi. Donc, d'être capable là, d'éviter des complications comme des fractures, par exemple. Donc, ça vient beaucoup aider au niveau physique, au niveau aussi de notre capacité physique. Le fait de bouger, ben j'améliore ma condition cardiovasculaire, cardio-respiratoire aussi. Donc, ma capacité à faire de l'exercice, d'avoir une meilleure endurance,
ben, plus je bouge, mieux mon endurance. Et même, je pourrais ajouter de rester mobile. Oui. Parce que plus on vieillit, subtilement, on perd notre capacité à se lever du sol. Uh-huh. On perd notre capacité à se lever d'un siège de toilette qui est très bas. Ouais. Fait que non, on veut préserver cette capacité de bouger dans toutes les conditions le plus longtemps possible. Fait que la flexibilité qui rentre en ligne de compte, puis ça m'amène à penser aussi à notre équilibre. Hein, parce qu'évidemment, en avançant en âge, si je ne travaille pas mon équilibre, puis comme toutes les capacités physiques, là, malheureusement, c'est réversible. Alors, je peux pas m'attendre à avoir un bon équilibre si je ne pratique pas des exercices ou des mouvements qui vont me placer dans des situations, des fois, où est-ce que je vais avoir besoin de travailler ça. Encore là, si j'améliore mon équilibre, ben, je suis moins à risque de tomber, je suis moins à risque de me blesser. Donc, on prévient, dans le fond, des possibles problèmes à long terme. Mais là, on parle des bienfaits maintenant, là. Exact. Quel autre bienfait? Ben, tu sais, rapidement, les bienfaits, ben, on voit aussi au niveau de notre santé mentale. Tu sais, on fait une séance d'exercice, ben, moi, je le dis toujours, l'exercice, ça change la chimie au niveau de notre cerveau. De façon très simple, les neurotransmetteurs qui sont produits après une séance d'activité physique, ben, ça vient vraiment modifier de la façon à laquelle on se sent. Alors, ça vient vraiment améliorer notre santé mentale. Puis évidemment, ben, en période de ménopause, on en parlait, Nathalie, je pense que peut-être ça peut avoir un impact. À l'humeur! En fait, dans toutes les périodes de la vie. Oui! On va pas se le cacher. Ben voilà. Donc, c'est sûr que venir bouger, ben ça vient nous aider avec cette chimie-là de notre cerveau. Encore une fois, on vient un peu berner, là, notre cerveau. Non, on va pas berner. On l'entraîne vers le bien-être. Mais aussi, ce qu'on peut parler, c'est la respiration. Oui. De bouger, ça nous permet, dans notre corps et dans notre être, de mieux respirer. C'est tellement important de respirer. Quand on bouge, on n'en parle pas assez. Mais ça, là, ça a vraiment une importance, là. Parce en tout cas, je sais pas vous autres, mais moi, des fois, quand je me concentre fort sur quelque chose, là, j'arrête de respirer. Mais quand on fait de l'exercice, à un moment donné, il faut respirer un peu plus pour que ça puisse continuer. Donc, ça nous force un peu à venir dégager notre diaphragme, le grand muscle de ce corps qui nous permet de respirer, puis tous les autres muscles respirateurs. Puis on parle de respiration, mais l'exercice, puis on parlait, bon, l'humeur, oui, mais au niveau de l'oxygénation, au niveau du cerveau, tu sais, on a vu dans un paquet d'études que l'activité physique, le fait de bouger, ça vient prévenir aussi des cas de perte de fonction cognitive. Donc, toi, tu parles de quoi? De la démence, peut-être Alzheimer. Peut-être Alzheimer. Il y a beaucoup d'études qui sortent là-dessus dernièrement. On étudie beaucoup plus le cerveau et l'activité physique parce que c'est vraiment un paramètre qui est important et qui a des impacts. Fait qu'on voit au niveau des grandes études de population que, oui, il y aurait, semble-t-il, une réduction de la prévalence, dans le fond, de la démence ou de l'Alzheimer, dans le fond, dans les gens qui sont actifs. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est que les gens actifs ont moins de chances ou vont retarder le plus possible l'arrivée de cette démence ou... Mais ils ont carrément moins de chances aussi de développer la problématique. C'est ce qu'on voit dans les grandes études de population. C'est sûr que c'est pas une relation de cause à effet direct, mais c'est une des tendances qu'on voit au niveau des populations. Il y a des grandes études qui ont été faites de ce côté-là, fait qu'on voit vraiment ça. Donc, au niveau cognitif, ben vraiment, on a des bienfaits. Au niveau de notre énergie aussi, au niveau de notre batterie, dans le fond, ben on vient recharger la batterie quand on fait de l'exercice. Puis des fois, les gens me disent « Maud, ça n'a pas rapport à ce que tu dis là, je fais de l'exercice, je dépense de l'énergie. C'est quoi le rapport que je vais remplir ma batterie? » Ben, c'est comme ça que ça marche. Moi, je me souviens, là, dans mes études à l'université, il me semble qu'on parlait des mitochondries, les mini-batteries dans chaque muscle. Donc, si on vient préserver notre masse musculaire, c'est qu'on vient préserver aussi nos mini-batteries qui fonctionnent dans notre corps. Exactement. C'est vraiment une belle illustration, une belle façon de le décrire. Donc oui, on vient entretenir ces cellules-là, ces usines dans chacune, ces usines à énergie, dans le fond, dans chacune de nos cellules. Alors oui, vraiment, puis c'est un autre bienfait de la masse musculaire là, qu'on vient parler. Il faut parler quand même aussi physiquement que le fait de bouger, ben ça vient, comme on disait, quand même avoir un impact au niveau de notre composition corporelle. Ici, je ne parle pas de poids, mais je parle de notre composition corporelle. Donc, on vient réduire les risques d'avoir de l'obésité abdominale. Puis, on en a parlé d'emblée dans le podcast, puis on disait que
bien ça, c'était l'obésité qui était un petit peu plus à risque pour notre santé. Alors, on vient contrôler aussi en bougeant, dans le fond, cette accumulation-là de graisse au niveau viscéral, au niveau de l'abdomen. Ben moi, justement, j'ai une question à propos de ça. Si, admettons, là, quelqu'un vient me voir, puis là, me dit, ben moi, j'ai déjà un ventre, j'ai déjà une masse adipeuse au niveau du ventre. Est-ce que c'est trop tard pour moi de commencer à bouger? Mais tellement pas, parce qu'en fait, il est jamais trop tard, peu importe l'âge, là, moi je tiens à le dire, là, faut pas oublier ça, il est jamais trop tard pour commencer à bouger. Ça, c'est une des leçons d'aujourd'hui. Peu importe l'âge, peu importe la forme de son corps, voilà. Peu importe nos restrictions, parce qu'on peut toujours adapter notre environnement, nos aides techniques, la façon dont on fait un exercice, c'est toujours possible. Oui. L'adaptation, là, des fois, ça semble gros, mais c'est là que c'est intéressant d'être accompagné par un professionnel de l'activité physique. Parce que, comme kinésiologue, entre autres, ben, on est formé pour adapter les pratiques d'activité physique, puis on fait pas ça, puis on vous dit, ben il faut faire telle affaire. En fait, c'est une relation qu'on développe avec son kinésiologue, on essaie certaines choses, puis on voit ce qui fonctionne, puis on adapte tout le temps, puis on a vraiment des bons trucs pour vous aider. Fait que ça peut être un truc, des fois, parce que tout seul, à la maison, des fois, c'est un peu gros tout ça, là. Puis là, tu parles des kinésiologues, mais c'est vrai aussi pour d'autres professionnels. Hein? Puis souvent, on va travailler en équipe. Moi, j'ai souvent travaillé en équipe avec des kinésiologues, avec les médecins de famille, avec ergothérapeutes, ostéopathes, physiothérapeutes. Bon, là, je sais que j'en oublie, mais tous ces professionnels-là devraient être capables de vous accompagner en équipe. En fait, vous êtes le chef d'orchestre. Puis vous allez chercher les personnes, les outils qui sont nécessaires pour que vous puissiez continuer à bouger. Exactement. Fait que d'avoir une bonne équipe autour de soi, c'est important. La multidisciplinarité, dans le fond, c'est vraiment là qu'on a les meilleurs résultats. Fait que oui, c'est un travail d'équipe de tous les jours, dans le fond. Puis si on revient un petit peu à ta question, ben c'est ça, si j'ai dans le fond, une accumulation au niveau du ventre, est-ce qu'il est trop tard? Ben non, pas du tout. Puis on a dans nos études que le fait de bouger, ça vient aider à réduire le tour de terre, par exemple. Et on peut voir là que dans le temps, ça peut avoir un impact positif là-dessus. Alors, c'est à peu près la seule réduction de poids qui n'est pas un mythe. Parce que la perte de poids localisée à l'effort, par exemple, si je fais des exercices pour mon gras de babaille ici, mon triceps, puis que je fais juste des exercices en me disant que mon gras qui bouge quand je dis bye-bye, ben, il va partir. Ça ne fonctionne pas. C'est un mythe. OK? La seule chose qu'on sait, c'est que le fait de bouger vient aider au niveau de la composition corporelle, au niveau de l'accumulation de masse grasse au niveau de l'abdomen. Pour le reste, j'ai beau faire des abdominaux, j'ai beau faire des exercices pour mes triceps, pour mes cuisses, pour mes fesses, nommez-les. On ne peut pas décider d'où est-ce que la masse grasse va bouger dans notre corps. C'est encore là la recherche de l'équilibre du corps qui se passe. Bon, alors est-ce que je peux te poser une autre question? Vas-y. Alors, OK, on sait tout ça, c'est beau, mais là, moi, là, mettons, là, je veux commencer à bouger. Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Donne-moi, où est-ce que je m'adresse? Comment je commence tout ça? Ben, la première étape, c'est d'y aller doucement. C'est d'y aller doucement parce que de commencer trop vite, c'est une erreur de progression dans des termes techniques et ça va souvent freiner la pratique d'activité physique, puis parfois, malheureusement, sur du long terme parce que on est allé trop vite. Oui, puis ça, j'en ai vu beaucoup dans mon bureau. Les gens se blessent, puis c'est pas ce qu'on veut, effectivement. Fait qu'un petit pas à la fois, on va nous amener à monter la montagne. Exactement. Si on veut la monter en un jour, on sera pas capable d'y arriver, ça fonctionnera pas. Mais le corps a besoin d'entraînement, là. Ne serait-ce qu'on n'a pas nécessairement la condition physique au début de notre processus pour monter la montagne. C'est correct, c'est naturel. Fait qu'il faut s'entraîner en marchant autour de la montagne d'abord avant de penser de la monter. Donc, il faut progresser, puis c'est important. Puis il faut y aller étape après étape, puis il faut se laisser le temps de le faire, se laisser le temps de se reposer aussi entre nos séances d'exercice pour pas se blesser, pour pas se fatiguer trop. Alors, ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. On a parlé de plaisir. Ben là, j'allais justement... Oui, hein? On s'en allait là-dedans. J'allais dire, si c'est agréable, même si vous faites un pas à la fois, ben ce pas-là va être agréable. Ça va vous inciter à recommencer. Moi, c'est comme ça. À un moment donné, j'ai dû arrêter de faire de l'exercice pour X raisons. Mais quand j'ai recommencé, même
si j'étais en forme avant, il a fallu que je prenne un pas à la fois, Ouais. mais au lieu de me décourager, Ouais. puis me dire « Oh non, je suis plus capable de faire ce que je faisais. » Ouais. Non, j'ai dit « Non, Nathalie, un pas à la fois, tu as du plaisir dans ce pas-là. » Ouais. Puis effectivement, que ça m'a aidé à me rendre à un niveau où est-ce que je suis très, très à l'aise maintenant. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que ça, c'est un grand, grand plus. Ça fait vraiment la différence. Puis il faut aussi, puis là, tu sais, Nathalie, tu pourras peut-être rajouter là-dessus, mais pour les gens qui ont un passé très sportif, ça, là, des fois, là, c'est bien compliqué. Parce que notre référentiel, c'est notre capacité physique du temps où est-ce qu'on faisait de la course, dans le temps où est-ce qu'on faisait peut-être de la compétition, dans le temps où est-ce qu'on faisait X, Y, Z, pratique, mais qui était plus structurée et qui était plus compétitive, même si c'est récréatif, là, mais tu sais, disons compétitif quand même. Mais déjà, on est très... En tout cas, ça dépend des personnalités, mais moi, je suis compétitive envers moi-même. Oui, ben c'est ça. Donc, si je suis pas capable de faire ce que j'étais capable de faire avant, je trouve ça difficile. Exactement. Mais non, faut se ramener un pas à la fois, trouver le plaisir. Puis ça fait la différence. Parce que si on se réfère à ce qu'on était il y a 15-20 ans, ben c'est pas réaliste non plus. Tu sais, le temps a avancé, mais si vous n'avez pas pratiqué d'exercice depuis des années, mais on peut pas s'attendre à ce que notre condition physique magiquement réapparaisse et qu'on soit capable de faire tout ce qu'on était capable. Alors, indépendamment de l'âge qu'on a, là, c'est vrai pour un athlète qui arrête de s'entraîner parce que, par exemple, va avoir une blessure, ben quand cette personne-là va recommencer, il va falloir qu'elle se reconditionne. Alors, c'est le même principe pour tout le monde. Alors, il faut faire attention à ce référentiel-là aussi, qui des fois peut nous jouer des petits tours quand on a fait beaucoup de compétitions. Et souvent en clinique, moi, ce que je conseillais aux gens, c'est justement d'aller voir un kinésiologue ou une kinésiologue pour se faire un plan de réentraînement. Ouais. À ce moment-là, les blessures étaient beaucoup moins susceptibles de se reproduire ou des problématiques de revenir. Oui. Puis on parle de blessures, puis ça m'allume sur les courbatures. Ah oui. Mais c'est important, ça, de l'adresser aussi, parce que si vous recommencez à faire de l'exercice, puis c'est un truc pour savoir si on va trop vite d'ailleurs ou qu'on va trop loin, ben si vous avez de la difficulté à marcher le lendemain de votre entraînement, puis d'aller à la salle de bain, c'est un exploit, là, et c'est trop de courbatures. Le fameux dicton en anglais qui dit le « no pain, no gain » ou « pas de douleur, je n'aurai pas d'amélioration » si on traduit très librement, ben c'est pas vrai. On n'est pas obligé d'avoir mal pour faire de l'exercice puis que ça vale la peine. C'est vraiment un mythe encore là de ce côté-là. Donc, on veut pratiquer de l'exercice, mais être capable de le faire en étant confortable puis que le lendemain, ben je sois capable de faire mes activités parce que si je bouge pas pendant 3 jours parce que j'ai mal partout, c'est pas plus rentable non plus. J'ai pas bougé les jours de journée, là. Oui. Qu'est-ce que tu penses justement des gens qui vont recommencer activement à faire des programmes d'exercice, mais à tous les jours de la semaine? Qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça? Ben, ça peut dépendre des gens. Il y a des gens qui vont bien le tolérer, mais il y a des gens chez qui ça sera pas bien toléré. Fait que moi, c'est souvent pas une approche que je vais adopter après ma barre, pas du tout. Là. Je suggère souvent aux gens de commencer une journée sur 2. Là. Donc, une journée, on fait notre routine ou notre activité physique, notre bouger. Le lendemain, on s'accorde une pause. Puis le repos, on en a parlé, c'est vraiment primordial. Je peux pas m'attendre à avoir une capacité à faire de l'exercice si je n'ai pas reposé mon corps. Alors, faut pas l'oublier. Puis moi, ce que je faisais, c'est que moi aussi, j'avais cette approche-là. Ça tombe bien. On s'accorde là-dessus. Mais ce que je disais, c'est que la journée de repos, pourquoi ne pas s'intéresser à faire de la pleine conscience, de la méditation, de la respiration, faire autre activité qui demande quand même à bouger une partie de notre être, mais en allant toujours vers la santé de son être. Ben, tout à fait. Puis, tu sais, oui, ça peut être des super belles stratégies. Puis, on peut aussi se dire que notre repos peut être actif aussi. Donc, si, par exemple, j'ai fait une sortie en randonnée, ben le lendemain, je peux peut-être aller faire un tour de bloc à plus faible intensité autour de chez moi. Fait qu'on peut doser ce repos-là. C'est pas nécessairement d'être alité, là. Puis pas du tout. Tu sais, ça serait vraiment pas ça serait contre-productif. Mais c'est plutôt, encore là, d'adapter pour s'offrir le repos nécessaire. Si c'est un repos actif, parfait. Si on a besoin d'être un petit peu plus vers, par exemple, le yoga ou la pleine conscience ou quelque chose comme ça qui est différent, ben, let's go, là. On n'a pas de problème. Ah, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Bon, Maud Émilie, on a parlé de beaucoup de choses. On Ouais. est parti du livre, on a parlé de bouger, peu importe ta forme, Ouais. on a parlé de santé. Ouais. C'est quoi les grandes lignes qu'il faut retenir? Ben, moi, je pense que les deux grandes lignes qu'il faut retenir, c'est que justement, on peut bouger peu importe la forme de notre corps et on peut bouger peu importe notre âge. Oui. Puis, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que je suis une personne mince que je suis nécessairement en santé et c'est pas parce que je suis une personne grosse que je ne suis nécessairement pas en santé. Donc ça, là, il faut s'enlever ça de notre discours collectif, là. Oui. On a en masse de science maintenant, en 2025, pour savoir que ce n'est pas vrai. Hein? On a la forme qu'on a. On parlait la forme de pomme, de poire, D'ananas. Peu importe. L'important, c'est de bouger. Oui. Mais d'avoir du plaisir à bouger. Oui. La santé, c'est, oui, la santé physique, mais la santé aussi dans notre corps énergétique, notre corps émotionnel, mental, spirituel. Ouais. Tous ces corps-là qui, dans le fond, font une personne. Exact. Tu sais, moi, là, je suis une personne. Est-ce que je peux séparer mes corps? Non. Mm-hmm. Quand je voyais des gens là en traitement, ben je traitais la personne, je traitais pas leur cheville seulement. Mais non. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut adresser, cette santé globale. Ouais. Puis que dans le fond, de bouger, ben c'est un des éléments clés pour adresser tout ça. Exactement. Puis il faut s'enlever de la tête que bouger, le principal bénéfice, ça va être la perte de poids. On en a parlé, on vous a présenté plein de bénéfices. Puis c'est une petite mini partie. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est vraiment de changer notre focus. Exact. Notre motivation à bouger, quelle est-elle? Peut-être c'est ça la question qu'il faut se poser. Ben, c'est une question qu'il faut se poser individuellement pour... Si votre réponse est la perte de poids, c'est correct aussi, tu sais, on juge pas ça. Non. C'est vraiment possible. Mais est-ce qu'après ça, on peut se questionner sur est-ce que c'est ma motivation pour bouger à long terme? Ou de quelle façon je peux adresser cette motivation-là pour m'apporter peut-être plus d'options ou plus de plaisir, plus de bonheur aussi par rapport à ma pratique? Fait que je pense qu'il faut en parler, puis il ne faut pas hésiter à aller chercher cette information-là, puis se ramener toujours que, peu importe la forme de notre corps, ben, on peut bouger. Puis dans les ressources, allez chercher les ressources qui vont vous aider à rester motivé, soit par comme par exemple Vas-y. Oui. Vas-y est une belle ressource pour vraiment maintenir le cap, trouver des alliés, des alliés en tant que personne, en tant que ressource, pour vous aider à bouger aussi. Ben oui, puis dans le fond, c'est d'avoir, comme on disait tout à l'heure, le meilleur village autour de nous, peu importe la forme. Est-ce que c'est des intervenants, est-ce que c'est des professionnels de la santé, est-ce que c'est nos amis, notre famille, des gens qu'on suit sur Internet, par exemple. Tu sais, la communauté autour de nous, elle est importante aussi. Donc, on veut aller chercher les meilleurs alliés dans cette communauté. Je suis tellement d'accord. Puis souvent, ces alliés-là vont vous donner des beaux trucs. Ouais. Des beaux trucs. Comment bouger sans vous faire mal. Comment commencer petit pas par petit pas à bouger aussi. Des choses comme ça. Ben, tout à fait. Donc, on vous remercie d'avoir écouté notre podcast d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir de te recevoir, Nathalie. Puis, restez à l'affût. Vas-y, évidemment, on va avoir probablement d'autres projets, d'autres petits bébés qui vont naître dans le temps. Alors, restez à l'affût pour d'autres contenus pour vous. Super, merci. Bye.